Ça, je vais vous présenter le cours sur les éléments chimiques dans l'univers, qui fait un peu la suite du cours sur les ions. On va découvrir un petit peu comment sont constitués les atomes et comment ils peuvent passer de la forme atomique à ionique dans certains cas. Alors tout d'abord, on va faire une petite introduction pour expliquer un peu cette histoire de la matière au niveau de l'univers. Alors, il y avait deux théories qui cohabitaient, on va dire, jusqu'à la Renaissance, avec une qui était très largement diffusée et une autre qui était plus minoritaire, qui portait sur la matière. Celle qui a été en vogue avec l'alchimie depuis Aristote, c'était la théorie dite des quatre éléments, où il y avait le feu, l'air, la terre, qui étaient quatre éléments distincts, qui permettaient d'expliquer la composition chimique de la matière. Et, euh, et du coup, en fait, chaque matière particulière était un assemblage d'un peu de feu, d'air, de terre et d'eau, avec des proportions différentes. Et du coup, la matière qu'on avait, c'était systématiquement des proportions différentes de ces quatre éléments. C'est ce qu'on appelle la théorie des quatre éléments d'Empédocle. Et c'était un système qui était assez, comment dire, structuré. C'était pas uniquement porté sur la chimie, puisque même l'astronomie, lorsqu'on pensait que la Terre était le centre de l'univers, portait là-dessus. On parlait de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, etc. Et en fait, il y avait une organisation du monde suivant cet ordre-là. Il y avait aussi, alors donc ça a duré, on va dire, jusqu'à la Renaissance, et il y avait d'autres théories qui existaient, notamment avec Démocrite, qui parlait d'atomes. Et il faut attendre le XVIIIe siècle avec l'émergence de la chimie, avec des personnages comme Lavoisier et Dalton, pour que ces théories prirent fin et on redécouvrait pardon, les théories atomiques. Alors, Démocrite, comme je viens de vous le dire, c'est celui qui a imaginé un monde fait de particules élémentaires invisibles. Et ces particules, on a commencé à les nommer avec l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, à partir du XVIIIe siècle, comme je viens de vous le dire. Et donc on parle de théorie atomique. C'est pour aller un petit peu plus loin, on peut même parler de Mendeleïev, qui est, on va dire, un personnage important en chimie, puisque ça a été le premier à classer de façon logique, on va dire, les différents éléments chimiques qui existaient à l'époque, et son tableau, il a été complété. Aujourd'hui, on a quelque chose de très complet et qui repose sur la même logique de l'époque où il a été inventé. L'atome, alors, c'est important de comprendre que même si c'est une particule élémentaire, ça ne signifie pas que c'est une particule qui soit incassable, qu'on ne peut pas décomposer en d'autres particules, en sous-particules élémentaires. C'est Thomson qui a commencé un petit peu à creuser la question sur la nature de l'atome, et il a observé qu'il y avait une matière chargée positivement avec une autre, les électrons, qui étaient chargés négativement. Il y a eu un modèle dit de pudding qui a été inventé, où en fait il y avait des électrons qui se baladaient autour d'une espèce de pudding qui chargeait positivement, et c'était un espèce d'agglomérat de tout ça qui constitue l'atome. C'était une époque où finalement l'atome, même si on considérait qu'il était électriquement neutre, constitué de charges positives et négatives, on n'était pas capable d'aller chercher des particules neutres qui étaient constitutives du noyau. Pourtant, en fait, cette idée que l'atome c'était une espèce de boule compacte, ça a été un peu cassé par Rutherford, qui a montré qu'en fait l'atome c'était principalement constitué de vide. Il a utilisé des particules qui traversaient justement un atome pour démontrer que finalement, si c'était comme un pudding, bah, en fait, il y aurait pas, enfin, ça passerait à travers sans trop de soucis. Et lui, ce qu'il a montré, c'est que finalement, c'était pas le cas. Il y avait des fois où les particules, elles traversaient sans souci l'atome, et d'autres fois où elles étaient un peu déviées, voire carrément réfléchies. Et c'est ce qui lui a permis de dire, il y a des éléments qui sont qui sont constitutifs de l'atome qu'on ne peut pas traverser, mais par contre, il y a une grosse partie de l'atome qui est complètement perméable. Donc on parle de noyau, ça insiste bien sur le terme. Et c'est ce qu'on parle pour l'atome, on parle de structure lacunaire. Lacune, c'est quelque chose qui est manquant. Et
en termes de proportion, il faut avoir en tête qu'un noyau, c'est 100 000 fois plus petit que l'atome. Pourtant, la masse de l'atome est principalement concentrée dans son noyau. Donc même si on a un rapport de 100 000, eh bien la masse, elle est concentrée dans cette toute petite partie de l'atome. Au 19e siècle, juste pour illustrer, on avait cette vision-là, enfin fin 19e, début 20e plutôt, on avait une vision de l'atome qui est la petite image à droite, où en fait on disait il y a un gros noyau et il y a un nuage électronique qui est un peu nébuleux, qui se balade autour. Alors, aujourd'hui, on en sait plus sur la constitution de l'atome et de son noyau, et on est capable d'identifier ce qu'on appelle les nucléons, euh, parmi lesquels, en fait, il y a les charges positives avec les protons, mais également des éléments électriquement neutres, donc non chargés, qui sont les neutrons. Donc on a un système à deux particules, et une troisième particule qui va graviter autour de ce noyau, l'électron. Les protons et les neutrons sont de masse identique. Ils vont être, comment dire, ils vont avoir des, euh, une influence majeure sur les propriétés physico-chimiques des éléments et sur la façon dont on les classe. Alors, le nombre de protons, il va être spécifique à chaque type d'atome, c'est-à-dire que l'hydrogène, il a un nombre de protons qui lui est spécifique. Et tous les hydrogènes ont un seul proton. Donc, si vous me dites qu'il y a deux protons, ce n'est pas de l'hydrogène. On parle de numéro atomique pour le nombre de protons, c'est Z, il est en bas à gauche du symbole atomique. Et il y a également ce qu'on appelle comment dire, euh, le, euh, le nombre de neutrons qui est associé au nombre de protons et qui se nomme masse, le nombre de masse, qui correspond à la somme des protons et des neutrons. C'est pour ça qu'on l'appelle nombre de masse, puisque au début de cette page-là, je vous ai dit qu'un neutron et un proton étaient de masse identique. Du coup, on va pouvoir distinguer certains types d'éléments qui sont identiques de par leur symbole. C'est-à-dire là, on a l'exemple du carbone qui existe en plusieurs versions. Le carbone dit 12 et le carbone dit 14. Et bien en fait, on va appeler ça des isotopes. C'est-à-dire que ça reste du carbone, sauf qu'ils vont avoir des masses différentes. Et le A, donc le nombre de masses, lui est situé en haut à gauche du symbole atomique. Enfin, pour essayer de comprendre un petit peu non seulement la nature des éléments chimiques qui existent, mais la façon dont ils sont répartis dans l'univers, on peut se poser la question de savoir si la composition chimique de l'univers, elle est homogène et si finalement les planètes, c'est à l'image de l'univers en termes de composition chimique. Là, vous avez comment dire, une représentation de la composition chimique à travers différents environnements. L'univers, on voit que c'est principalement constitué d'hydrogène, le Soleil également, même si on n'a pas tout à fait la même composition que l'hiver. Et la Terre, bah, on voit que ça a une composition qui est différente. Il y a beaucoup de fer, de l'oxygène, de la silice, du magnésium. Donc ça signifie pas que ces éléments-là n'existent pas dans l'univers. Par contre, en termes de proportion, on va avoir des choses différentes. De même que sur Terre, on peut mettre des catégories d'environnement d'un point de vue chimique. L'atmosphère, c'est de l'azote. La mer, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, hein, pour faire H2O, et le corps humain, bah, ça ressemble un peu à la mer, mais avec des éléments encore plus. Donc il y a une forme d'hétérogénéité qui existe non seulement à l'échelle de l'univers, mais aussi à l'échelle d'une planète. Maintenant, est-ce qu'il faut s'imaginer que la Terre, c'est une exception? En fait, je dirais que l'ensemble des astres qui existent dans l'univers sont particuliers. La Terre a ses particularités. Pourtant, est-ce que ça veut dire qu'elle est exceptionnelle? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on est très centré sur l'existence de l'homme et de la vie. Euh, il y a peu de théories en sciences, enfin en astronomie et en exobiologie qui tendent à dire qu'on est une exception en termes de vie. Par contre, on ne sait pas à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs, et ça, c'est un problème de définition, c'est quelque chose qui est très complexe, mais statistiquement parlant, on estime qu'il y a plusieurs civilisations qui peuvent exister ailleurs, ou formes de vie, même si elles seraient radicalement différentes de nous, et peut-être même on ne serait pas capable de les identifier comme formes de vie. Voilà. Alors,
Juste un petit point en introduction sur ce que c'est une molécule. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes et au-delà de la conception, enfin de la composition chimique de la Terre et de ses particularités, on va aussi observer des molécules qui vont exister et ça, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que les assemblages de molécules, ça va être encore plus spécifique de l'endroit où vous allez être. Et par exemple, l'ADN, qui est commun à l'ensemble du vivant sur Terre, c'est une molécule qui va être ultra spécifique de la vie sur Terre. C'est pour ça que je vous dis, si on a de la vie ailleurs, il est peu probable que ça soit son modèle de l'ADN, même si c'est pas impossible. Mais c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une molécule qui est spécifique à la Terre. Voilà. J'espère que ça a été clair. Je vous souhaite bon courage.